Donc bonjour, je suis Sophia Missultane, je suis sociologue clinicienne, professeure-chercheur à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Donc je travaille particulièrement sur les rapports d'interculturalité et leur complexité. Et notamment, je regarde en particulier les formes d'exclusion et leurs effets sur le processus de construction identitaire, le processus socio-psychique des personnes migrantes, racisées et leurs descendants. Donc ça veut dire les jeunes adultes aussi descendants de migrants et la manière dont l'héritage migratoire et à la fois la transmission à travers les non-dits de ces formes d'exclusion vécues ont un impact aussi sur la vie des descendants. Bonjour, je m'appelle Serge Lepage Kianza, je suis congolais, République démocratique du Congo Kinshasa. J'ai quitté le Congo pour venir en Angola, juste pour chercher la vie, et puis j'ai quitté l'Angola pour le Brésil. En fait, je vais faire juste un résumé. Ma famille a été victime d'un trajet d'accident au Brésil du métro. Ma femme s'est suicidée avec mes deux enfants au métro au Brésil. Et elle a été morte sur place. Et mes deux enfants ont été victimes. Ça veut dire que le métro est passé au-dessus de mes enfants. Sauf que le garçon est sorti sain et sauf. Mais ma fille Rebecca, elle a perdu son pied droit lors de l'accident. Et je suis resté là au Brésil pendant 5 ans. J'ai souffert avec ma fille. Elle a eu 4 opérations sur sa tête. Et elle vivait avec un trac. Donc, matin, midi, soir, j'avais une machine d'aspiration. Elle avait un trac, donc si je n'utilisais pas la machine, elle pourrait perdre sa vie. Et je suis resté 5 ans au Brésil. Tellement il y avait de la misère, on souffrait beaucoup. J'avais pas grand-chose pour l'assistance. Et j'ai décidé de quitter le Brésil pour venir ici au Canada. J'ai pris la route à pied. Donc j'ai risqué ma vie. J'ai passé par la Bolivie, Pérou, Équateur, tous ces pays-là que vous voyez. Donc on a vraiment frôlé à la mort. Il y a plein de contenus à parler, mais le temps ne nous permet pas. Mais je vais faire juste un résumé. J'ai lutté pour arriver avec mes enfants ici au Canada. Vraiment, au Canada, vraiment, c'est vraiment un miracle hein, comme nous sommes arrivés ici. Donc le contexte, je dirais actuellement, concernant ces formes de discrimination, enfin ces formes d'exclusion, sont en particulier les aspects de discrimination et de racisme qu'il peut y avoir dans la société aujourd'hui au Québec. Le Québec, comme le Canada, applique des lois sur l'immigration, hein, donc ont une loi de sélection pour faire venir des migrants, accepte les réfugiés. Donc le Canada est signataire de la Convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés et a également une loi nationale pour l'immigration et la protection de ces réfugiés. Donc une loi interne. Malgré ça, on peut voir que, donc ça c'est l'aspect concret. De manière concrète, disons objective, le Canada est un pays de droit et d'égalité, on est en démocratie. Mais dans la réalité, les choses ne se passent pas toujours de manière objective, c'est-à-dire qu'il y a toujours des contradictions dans les sociétés. Notamment certaines lois au Québec participent à faire perdurer des formes d'exclusion. Par exemple, des lois ou bien des phénomènes de société. Par exemple, l'échec en 2017 de la Commission sur le racisme systémique et les discriminations. L'échec de cette commission a eu pour processus le fait que
le Québec ne reconnaît pas le racisme systémique. En quoi c'est important de regarder ces formes d'exclusion? C'est important parce que aujourd'hui, au Québec, en 2021, 30% des enfants qui sont nés ont au moins un parent étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une transmission qui se fait dans les milieux familiaux de ces formes d'exclusion vécues par les parents. Donc il y a une espèce de processus qui s'inscrit dans la société, dont peut-être on n'a pas conscience, mais qui forge aussi les représentations et qui a un impact aussi sur les descendants. On sait aussi que, d'après le recensement, les descendants sont aussi touchés par ces formes d'exclusion. Donc, par exemple, le recensement 2016 et des recherches qui ont été faites par la suite montrent que, concernant les jeunes de deuxième, troisième génération, leur salaire est inférieur de 26% à des jeunes qui ne seraient pas racisés ou issus de l'immigration. Donc on voit que ça a un impact. On voit aussi que l'importance de considérer ces formes d'exclusion, et comme je le disais, que ça a une importance dans la transmission intergénérationnelle, c'est que le recensement dit aussi que d'ici 2036, les enfants dont les parents sont nés à l'étranger représenteront 49% de la population canadienne, ce qui est important. Donc, moi, à quels enjeux aujourd'hui je m'attaque? Je m'attaque à déconstruire les représentations qu'on se fait sur l'étranger, qu'on se fait sur les personnes dont le phénotype est différent de ceux des populations, je dirais, occidentales blanches. La blanchité est une catégorie sociale. Et donc mes recherches vont porter sur l'écoute des personnes racisées et de quels sont les effets de ces processus d'exclusion. Et je vais m'atteler à former à la fois les professionnels pour comprendre d'où viennent ces formes d'exclusion. Donc vraiment déconstruire les représentations pour que les futures générations qui interviennent auprès des personnes migrantes, réfugiées, descendants de migrants racisés, puissent avoir un autre regard et pouvoir se défaire de ces préjugés. Donc les impacts pour les personnes, notamment par exemple réfugiées, c'est qu'elles n'ont pas accès aux mêmes ressources parce qu'elles n'ont pas les papiers, leur statut ne leur donne pas accès aux mêmes ressources. Elles ont droit à une assistance, elles ont droit au système de santé, mais pas à forcément tous les services. Et les papiers qu'elles ont, leur statut, parfois sont méconnus par aussi certaines personnes de première ligne. Donc elles ne vont pas recevoir un accueil forcément qui va les encourager à poursuivre. Parfois, ça va les décourager parce que les personnes ne vont pas connaître forcément les démarches à faire auprès des personnes réfugiées. Donc ces personnes-là, quand elles arrivent, on ne leur raconte pas forcément comment ça se passe ici, elles doivent beaucoup se débrouiller, mais c'est grâce souvent aux organismes en parallèle, spécialisés sur l'accueil des réfugiés, qui vont les aider à entreprendre des démarches. Mais il ne faut pas oublier que le processus d'insertion, de migration, il occupe vraiment une double dimension, c'est-à-dire qu'il y a une dimension administrative qui est difficile et il y a une dimension subjective et émotionnelle. Si la personne n'est pas capable d'affronter le système, si elle se décourage, eh bien évidemment, ce n'est pas du tout la même chose qu'une personne qui va poser des questions, être volontaire pour suivre un processus difficile où elle ne va pas forcément toujours être bien accueillie. Donc c'est vraiment, disons, au cas par cas. Mais il y a aussi le fait que le système administratif n'est pas forcément informé. Par exemple, au niveau de l'école aussi, certaines écoles peuvent être amenées à ne pas vouloir forcément prendre un enfant qui est réfugié. Donc il y a toutes ces questions-là, parce qu'ils ne seront pas forcément informés, toutes ces questions-là
à regarder et à essayer de résoudre dans ce parcours administratif. Serge, vous avez vécu des discriminations dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? En fait, une ou deux fois, quand je suis arrivé ici et ma fille n'avait pas de prothèse, on cherchait plus ou moins à avoir une fauteuil roulante. On m'a donné plusieurs adresses pour se présenter pour en avoir. Je me suis présenté là-bas à 3 reprises. Je n'étais pas bien accueilli, quoi. Et je n'ai jamais reçu la fauteuil roulante en question, jusqu'alors. Donc c'est l'hôpital Saint-Justy qui nous a emprunté une fauteuil roulante qu'on utilise à présent. Et comment vous êtes senti à ce moment-là? J'étais désespéré parce que moi je n'ai pas de famille ici, hein. Je suis seul comme ça avec mes 2 enfants et avec ma femme. J'étais tellement triste, dépaysé. Ben, je ne savais pas quoi faire en fait parce que des fois je devais me déplacer avec ma fille. Je ne savais pas quoi faire en fait. Mais après j'ai eu une adresse à l'hôpital, au centre de réadaptation Marie-Enfant. Et c'est par là, ils nous ont compris, ils nous ont emprunté une fauteuil roulante. La seconde fois, ma fille avait un problème avec son pied, au bout du pied, là où le pied a été coupé, parce que son pied a été coupé lors de l'accident. Et elle avait de fortes douleurs. On devait se présenter à un hôpital, qu'on nous avait donné l'adresse pour qu'elle puisse avoir des soins intensifs. Et on n'était pas tellement bien traités. Ouais. Et donc vous pensez que c'était de la discrimination, justement, le fait de ne pas être bien traité? Est-ce que c'était lié à votre statut de réfugié ou... Ce qui est sûr, je ne savais pas faire la différence entre la discrimination. Je ne savais pas traiter ça de la discrimination. Je me sentais juste négligé, ça. Okay. Mais dire que c'est la discrimination, là, je ne connais pas grand-chose sur la discrimination. Ouais. Sauf que je n'étais pas bien traité. Mais du coup, après, j'ai eu une horizon bien à l'hôpital, le centre de réadaptation Marie-Enfant. Et ils ont essayé de rectifier dans beaucoup de choses. Ouais. Ils ont même nous ont proposé que ma fille passe à l'opération parce qu'elle doit passer à la chirurgie. Il y a un os qui pousse, qui perce sa peau au bout du pied. C'est ce qu'on vraiment on attendait. Ça. Okay. C'était comme un soulagement pour moi. C'est comme je suis désespéré et puis je trouve un horizon. Et c'est ça. Et est-ce que vous avez trouvé les solutions seuls ou vous avez été voir des organismes pour vous expliquer comment ça fonctionne en fait? Comment le système fonctionne ici? Pour les services sociaux, j'ai été contacté à plusieurs reprises. Collectif Bienvenue, si je m'en souviens, ils m'ont contacté, ils m'ont donné des directives à prendre, ils m'ont donné des adresses, et moi, tellement j'étais courageux et j'ai suivi, et jusqu'à ce que je suis en arrivée. Okay. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment, maintenant que c'est un peu mieux pris en charge? Aujourd'hui, là, vraiment, j'ai de l'espoir parce que j'ai senti quand même il y a plein des organismes qui cherchent à savoir la situation des familles pareilles comme nous, là. Aujourd'hui, ça avance bien avec les services sociaux. Je reçois maintenant des appels, ils me donnent des directives vu à l'état de santé de ma fille, vraiment. Aujourd'hui, ça évolue un peu bien, je veux dire, ouais. D'accord. Ouais. Et votre fille, comment elle vit ça de son côté? Elle souffre, des fois elle pleure, elle n'a pas de pieds, elle ne peut pas marcher pour aller à l'école. Des fois elle se sent triste de voir ses collègues se promener, jouer, elle n'a pas de pieds. On rêvait de ça, qu'elle puisse avoir la prothèse. Et on savait quoi faire. On savait rester avec une personne qui n'a pas de pieds à la maison comme ça, toute la journée, elle pleure. J'étais là pour lui consoler, on parle avec elle. Je lui dis tout simplement qu'il y aura des solutions. Il y aura des solutions.
Est-ce qu'il y a une personne qui lui a parlé directement en portugais? Est-ce qu'il y a eu un interprète ou comment ça s'est passé? En fait, c'est moi qui interprète toujours. D'accord. Ouais. Le docteur Maxime Campo, qui, qui aide beaucoup Rebecca, physiothérapie, c'est ça? C'est lui qui prend soin d'elle vraiment à chaque instant. Et il essaye de se communiquer avec elle. Même s'il parle en français, moi j'essaie de traduire et elle comprend. D'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez envie de rajouter, de dire, de tout, tout le sentiment que vous avez à travers ce processus et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en fait? Ce qui me vient à l'esprit comme conseil, donné comme conseil, bah, il y a aussi des parties que j'ai trouvées, il y a aussi des bons services qui m'ont fortifié, qui m'ont consolé. Mais je demanderais tout simplement que les gens aient de l'amour. Vous voyez, nous sommes, nous sommes différents en fait, nous sommes pas. Parce que les gens comme nous, quand j'arrive ici, j'ai pas de famille. C'est différent peut-être des Québécois qui sont ici, ils sont habitués avec leurs mœurs, avec leur système de vie. Mais pour moi, c'est étrange que je ne m'attendais pas. C'est pas aussi facile comme ça que je stabilise toutes les choses devant moi facilement. Non. Il faut avoir le temps d'apprendre. Et tout ça ne marche pas bien des fois. Parce que moi, quand je suis arrivé ici avec ma fille, 2 ou 3 fois, j'ai été déçu. Mais je ne peux dire pas à 100%. Il y a aussi des parcours que j'ai faits, ça marchait bien ici au Québec. Et j'ai aimé, j'ai adoré. Mais il y a aussi des choses que j'ai affrontées qui m'ont fait mal au cœur. Mais j'accumule ça seul, je les gère. Heureusement, il y a aussi des organismes devant moi qui m'ont fortifié, qui m'ont donné l'espoir, la force d'avancer. Et je vois que ça marche aussi. Mais j'ai souffert aussi un peu. J'étais dépaysé. Quand on a reçu un email où on devait se présenter à un organisme pour en avoir la fauteuil roulante, comme je te parlais, je me suis présenté le premier jour. On m'a donné un rendez-vous de revenir. Je viens, on me fait revenir encore. La troisième fois quand j'arrive, il n'y avait pas de solution. Et puis je ne connaissais pas vraiment grand chose pour prendre le métro. Des fois, j'ai marché à pied du métro jusque là avec ma fille. Et je ne savais pas faire la différence du trajet de bus à prendre. Et ce jour-là, je suis rentré sans une solution. Et je rentre à la maison, je dis, ah, c'est fini maintenant. Et comment je vais faire m'en sortir pour me déplacer avec ma fille? Là, vraiment, j'étais déçu. Et j'ai consolé ma fille, on dormait. Et du coup, après 2 ou 3 jours, j'ai reçu des appels que j'ai eu une nouvelle horizon pour avoir la solution. Mais c'est souffrant quand vous n'avez pas de famille, tu arrives à un endroit, tu es comme ça. C'est pas aussi facile, hein. C'est vraiment souffrant. Et justement, est-ce que vous auriez pour la personne qui arrive demain, par exemple, dans une situation qui ressemblerait à la vôtre, quels conseils vous lui donneriez, les conseils les plus importants? Pour moi, la personne qui arrive, un demandeur d'asile, pour moi, c'est l'obéissance, premièrement, parce que c'est un pays des lois. Donc, obéir à la loi, c'est ça que vous voulez dire? Oui, obéir à la loi et se soumettre. Il faut bien écouter et chercher à comprendre et suivre bien les directives. Et il faut avoir aussi la patience, c'est ça. C'est vraiment important, la patience aussi. On ne peut pas en vouloir toutes les choses du coup comme ça en même temps. Il faut aussi avoir la patience. C'est soumettre aux personnes expérimentées qui te montrent le voie à prendre. Pour moi, ça compte aussi. Oui. Mais ça veut dire que vous avez quand même entrepris des démarches personnelles. Oui. Enfin, vous avez une volonté personnelle de comprendre pour qu'on vous montre des choses. Vous n'êtes pas resté chez vous à rien faire, quoi. C'est ça. Donc moi, je conseillerais les gens qui arrivent ici, des fois, vraiment, il faut se soumettre, il faut obéir.
Ouais, obéir, hein, écouter, parce que le Canada, c'est pas mon pays, c'est moi qui sollicite vivre ici. Je dois se soumettre et voilà, ça. Et quand vous dites se soumettre, c'est aussi ne rien dire quand vous parliez que parfois vous n'étiez pas bien traité. Est-ce que c'est aussi se soumettre et ne rien dire quand on n'est pas bien traité? Non, pas se soumettre à ne rien dire, pour moi, c'est se soumettre aux personnes qui ont des volontés pour venir en aide. C'est ça, mais quand il n'y a pas une chose qui ne te plaît pas, on est des humains, tu peux réclamer tes droits. Ouais, c'est un peu ça.